Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de vous parler des outils de demain, des outils qui vont être sur le bureau du médecin de demain. J'attends juste les... Ça vient. les Voilà. transparents. Question de quelques secondes. Voilà. Oui. Alors donc j'ai intitulé mon introduction du dossier patient informatisé à une médecine connectée, tout simplement parce qu'il y a une évolution qu'on est en train de vivre actuellement et qui répond à deux facteurs. Le premier facteur, il a été largement rappelé ce matin et le président Schlegel l'a dit en introduction, c'est que votre métier, vos pratiques vont évoluer et sont en train d'évoluer et qu'un médecin, il a plus envie de travailler tout seul. Il va travailler de plus en plus en liaison avec d'autres professionnels de santé dans le cadre de coopération. Le travail collaboratif a été cité ce matin, de même qu'a été cité l'exercice, la prise en charge coordonnée. Et donc ça, c'est la première direction. C'est des outils devront évoluer dans ce sens-là. Et d'ailleurs, M. Trilewski, dans son intervention, y a fait allusion. Il faudra qu'on aille dans ce sens-là d'outils qui permettent de mieux travailler ensemble dans le sens d'une meilleure coopération et de prendre, également s'appuyer complètement sur les nouvelles, prises en charge coordonnées des patients. Donc tout ce qui tourne autour du parcours va également induire derrière ce type d'outils qui permettent de mieux se coordonner. Le deuxième facteur, c'est qu'on évolue vers une médecine, vers une santé connectée. Ça a également été évoqué rapidement ce matin parce qu'on voit arriver. Claude Bonner l'évoquait, à travers le patient lui-même, il va collecter des informations qui va remonter à son médecin, qui va remonter à l'hôpital, etc. Donc ça, c'est la deuxième évolution. On va simplement voir comment ces deux évolutions, à la fois sur l'évolution en termes de métier de votre pratique demain et l'arrivée de ces technologies va influer sur ce que vous aurez sur votre bureau. Voilà, donc c'est les évolutions induites par les besoins de partage d'échanges en vue d'une meilleure coordination, ça a été dit, redit. Besoin de travail collaboratif, on l'a vu. L'émergence de la télémédecine, donc une autre pratique qui se développe, et on aura un exposé tout à l'heure du docteur Mévart qui expérimente la consultation en EHPAD, donc pratique aussi qui aujourd'hui n'est plus du futur parce qu'on est complètement la santé connectée à travers les objets connectés. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, les contraintes en matière de sécurité et de confidentialité. Pourquoi ça évolue moins vite dans le monde de la santé que dans le restant des activités? Simplement parce qu'on traite de données de santé et que vous êtes tous liés au secret professionnel. Et pour pouvoir partager, il faut déroger au secret professionnel. Et donc derrière, c'est des lois, des textes qu'il faut respecter. Et évidemment, ces textes évoluent moins vite que la technologie. C'est pour ça que simplement, on est en retard aujourd'hui par rapport aux outils. Enfin, ces outils qu'il faudrait par rapport à votre pratique. C'est une des raisons essentielles. Voilà, donc figure de droite, ça montre l'idée d'un écosystème connecté de la santé dans lequel vous allez vous inscrire au fur et à mesure. Donc pour illustrer peut-être cette idée de coordination et de coopération entre professionnels, j'ai pris l'exemple de ce qu'on appelle le PAERPA, qui est le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, qui sont aujourd'hui plusieurs régions sont au PAERPA, je crois qu'il y en a 8 ou 9 aujourd'hui, mais l'Alsace est également inscrite dans un dispositif de mieux coordonner le parcours des personnes âgées, donc des travaux très intéressants qui sont faits aujourd'hui et qui pourraient se symboliser, pourraient se schématiser de la même manière. Donc la personne âgée, elle a un parcours que vous connaissez entre son domicile, l'hôpital, des allers-retours, la prise en charge dans une maison de santé ou dans une maison de retraite, retour à l'hôpital, etc. Et donc à chaque passage, une perte d'information. Et donc si on veut que ce parcours soit le mieux coordonné possible, il faut que là, on n'ait pas cette déperdition d'informations. Et les professionnels qui travaillent plutôt en silo aujourd'hui, il faut qu'ils puissent échanger un certain nombre de choses. Et on a vu à l'instant dans le débat très intéressant que le DMP tel qu'il est aujourd'hui, ou la messagerie sécurisée qui est vraiment en train d'arriver au balbutiement, ne sont peut-être pas des outils suffisants pour répondre à ce besoin de coordination. Donc dans ce schéma, on voit bien que le médecin traitant, et ça a également été dit, doit être un peu le premier, le coordonnateur
sur la coordination clinique de proximité. C'est bien à lui que revient cette mission. S'il y a un volet de synthèse à mettre quelque part dans un outil, c'est bien à lui que ça revient. Donc ça confirme un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est pour ça le schéma PRPA aujourd'hui me semble relativement bien adapté, et réfléchir à partir de ça et voir comment dans notre région on peut mettre en place ce type d'outil me paraît très pertinent. Alors si on regarde sur le bureau de demain du professionnel de santé, enfin du médecin libéral, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il y a tout d'abord, il a son dossier patient comme il l'échange, enfin comme il l'a aujourd'hui. Vous avez d'autres outils, évidemment, c'est un peu restrictif le dossier patient. Vous échangez déjà avec d'autres, vous échangez avec l'assurance maladie. Vous avez des messageries, même si on n'est pas sécurisées, mais vous partez quand même, la partie liée au patient, c'est le dossier patient. Vous aurez à côté de ça un espace d'échange et de partage dans lequel on a déjà vu apparaître ce matin les outils, la messagerie de santé sécurisée. Alors j'ai mis la MSS Santé, je m'excuse auprès de Claude Bronner, on aurait pu mettre d'autres outils, mais c'est symboliser les messageries de santé sécurisées, le dossier médical personnel, et j'ai fait apparaître Simral, on verra tout à l'heure comment tout ça se combine. Donc une zone d'échange et de partage qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément, qui va répondre à ces besoins, à ces premiers besoins. Vous aurez ensuite certainement cette zone de coordination et de collaboration qui aujourd'hui n'existe pas. J'ai mis dedans via trajectoire parce que je ne vais pas y revenir, ça a été bien décrit ce matin, mais vous avez cet espace de coordination, de collaboration, il va l'illustrer un peu tout à l'heure, voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme outil là-dedans. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne des outils liés à la télémédecine et à la santé connectée, où on voit apparaître aujourd'hui les premières tendances, et je vous donnerai peut-être un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui est déjà fait aujourd'hui, et pas forcément en France. Et puis vous avez le dernier point, qui sont des outils d'aide à la décision. C'est peut-être marginal aujourd'hui, mais dans votre exercice, vous pouvez aussi être aidé simplement dans une consultation par de l'aide à la décision pour vous guider, vous alerter si jamais il y a des choses qui seraient incompatibles dans une prescription, par exemple. Donc voilà un peu la façon dont on pourrait schématiser aujourd'hui l'avenir de l'outil qui sera sur votre bureau, mais cet avenir se construit parce que beaucoup de choses là-dedans existent déjà. Simplement, il y a des briques qui sont un peu absentes et sur lesquelles il faut travailler pour que vous puissiez complètement répondre, que vous ayez des outils adaptés à ces pratiques qui évoluent et qui ont été rappelées ce matin. Alors, on va balayer rapidement les différentes couches et je vais aller très vite sur la zone de partage d'échange qui a été largement déjà évoquée ce matin. Simplement pour dire qu'en Alsace, on a une vision un peu complémentaire entre d'un côté un cloud qui est le DMP, dans lequel ce matin ça a été évoqué, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y trouve. Et puis de l'autre côté, on a un autre cloud qui s'appelle Simral, qui est très complémentaire. Et simplement, si on veut donner au médecin une information pertinente qui puisse l'aider dans son diagnostic ou dans sa thérapeutique, il faut voir comment on associe au mieux des outils qui sont utiles à lui. Donc notamment, on prend deux exemples qui sont la biologie et l'imagerie. Donc Pascal Charles l'a évoqué ce matin. À travers le DMP, on a un projet extrêmement intéressant qui permet d'avoir accès à de la biologie, ce qu'on appelle la biologie structurée, des résultats de biologie structurée, qui permettent non plus d'avoir un empilement de PDF dans votre dossier et l'information que vous cherchez, elle est forcément sur le dernier PDF que vous allez ouvrir, mais d'avoir une information présentée sous une forme très ergonomique, comme on a vu ce matin, ou sous forme de tableau de courbe historisé. Et pour le patient et le professionnel de santé, c'est beaucoup plus lisible et plus ergonomique et plus rapide dans la recherche. Et deuxièmement, d'avoir la même chose sur l'imagerie, donc Pascal Charles a évoqué ce matin. Donc ces deux dispositifs sont pour nous très complémentaires. Dans le DMP, on va trouver un compte-rendu, par exemple, d'imagerie. À partir de ce compte-rendu, on peut aller pointer, si on le souhaite, sur un portail qui va nous donner accès à de l'image et à de l'image comparée, si on le souhaite. Si le médecin spécialiste il souhaite comparer deux clichés qui ont 6 mois d'intervalle, il pourra le faire à travers ces deux dispositifs. Donc la biologie, on l'a évoqué ce matin. Petit problème avec les flèches. Voilà, donc les laboratoires vont pousser des comptes rendus dans le DMP, des comptes rendus dans une forme qu'on appelle structurée, qui sont intelligibles on pourrait visualiser dans un logiciel, dans un tableur fait pour, et qui permettent ensuite, quand le médecin va l'interroger, de dire voilà, je veux
tel type d'analyse sur telle durée, ça permet de visualiser sous forme de courbe, par exemple, l'évolution des paramètres. C'est un projet extrêmement important, mené à titre pilote en Alsace, mais c'est une expérimentation nationale. Donc voilà un peu je dirais le deuxième volet imagerie. Donc c'est simplement la recherche. Là, on est en train de voir comment, à travers un portail d'accès à Simral, donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est des établissements qui poussent déjà des images dans Simral. Comment on va rechercher des examens, comment je peux les rapatrier sur mon poste si je suis un clinicien ou un radiologue, et ensuite comment je peux comparer deux clichés faits à deux dates, par exemple à 6 mois d'intervalle. Donc voilà, rapidement pour revenir là-dessus, peut-être avec une autre vision de la connexion entre Simral et le DMP. Le deuxième volet, donc, qui aujourd'hui a été évoqué plusieurs fois ce matin, concerne la coordination et la coopération. Et donc là, donc je rappelle, mais je pense que ça répond à ce qui a été exprimé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez un cabinet médical qui a son propre logiciel de gestion de cabinet, et il va travailler de plus en plus avec des correspondants externes dans le cadre de parcours coordonnés, de prise en charge coordonnée, qui eux, chacun, ont leur logiciel métier. Mais ces logiciels, aujourd'hui, ne communiquent pas entre eux, si ce n'est pouvoir déposer, s'ils sont dans le DMP, de déposer quelque chose dans le DMP ou de communiquer par messagerie sécurisée. Ça ne suffit pas forcément, parce que dans un parcours, dans une coordination, que ce soit dans un réseau de santé, dans un pôle de santé, dans d'autres types de structures coordonnées, mais on a besoin d'échanger autre chose, des choses plus informelles, des messages entre professionnels qui ne sont pas forcément un élément du dossier. Et c'est à cette logique que répond un système d'information de coordination, donc qui doit permettre à ces professionnels d'échanger entre eux d'une manière extrêmement ergonomique. Si c'est une infirmière libérale qui sera au domicile d'une personne âgée, ça va être à partir de son smartphone. Elle ne voudra pas trimballer son PC avec elle, bien évidemment. Et évidemment, on pourra toujours, si on a des éléments intéressants, d'aller les mettre dans le DMP parce qu'on veut les partager avec un autre professionnel, ou c'est l'hôpital qui, son dernier, la lettre de sortie, on va la retrouver depuis le DMP, on va le mettre dans la coordination entre ces différents acteurs. Donc pour vous illustrer l'exemple, j'ai pris un outil qui est assez bluffant, qui s'appelle Globule, qui est déployé en Aquitaine, et qui se répand un peu par bouche à oreille, parce je crois que sa première qualité, c'est d'être extrêmement ergonomique. Et donc, une assistante sociale, ou vous avez aussi les professionnels non médicaux qui vont l'utiliser, dans le cadre du maintien à domicile, par exemple, l'utilise à partir d'un iPhone, d'un smartphone, d'une tablette, et c'est extrêmement ergonomique. Et vous voyez, en bas à gauche, on a des fils de discussion, on envoie comme on envoie un SMS. Elle peut aller chez la patiente, peut prendre une photo d'une plaie il faut renouveler le pansement, ou une plaie qui cicatrise pas. Elle va prendre cette photo et va le mettre dans le logiciel de coordination. Et quand elle va revenir à son bureau, ou quand le médecin aura reçu ce cliché, il va le prendre, il va le déposer dans le dossier. Donc on a une communication extrêmement facile, ergonomique, entièrement tracée, sécurisée, et qui ne nécessite pas forcément de classer ça dans des classeurs comme dans le DMP. Donc c'est cet aspect extrêmement informel que les gens ont l'habitude d'avoir sur leur outil au quotidien, comme un smartphone par exemple. Et ensuite, derrière, se cache un dossier extrêmement bien fait, structuré, dans lequel on peut mettre tous les types de formulaires. Le PPS qu'on trouvera aujourd'hui, que les infirmières ont sous forme papier, ou maintenant des SIAD qui commencent à les avoir sur des tablettes, il est complètement intégré dedans. Un formulaire peut se faire, on l'a fait avec l'Aquitaine, peut se faire en 15 minutes. On crée un nouveau formulaire parce qu'on a besoin d'un formulaire adapté. Et voilà, donc voilà un peu le type d'outil auquel on pense, et on travaille avec l'expérimentation sur le T4 où ce type d'outil va certainement être expérimenté, et on est en train d'évaluer ces différents outils. Voilà un peu rapidement ce qu'on entend, ou ce qu'on peut imaginer demain sur le bureau du médecin s'il intervient dans ce type de structure de coordination. Rapidement sur la télémédecine, donc là aussi le cabinet numérique du médecin libéral demain, on a mis une photo avec l'aimable autorisation du docteur Mévart à gauche, donc quand il intervient à distance dans une EHPAD, donc en télémédecine, il nous le dira tout à l'heure. Mais à côté de ça, on peut avoir des équipements un peu plus, on va dire, plus en dur. Si le médecin veut faire une téléexpertise, il va appeler un cardiologue ou un autre spécialiste pour avoir un avis sur un cas donné.
Bon, ben écoutez, ce livre. Non, j'ai rien fait. Donc à côté de ça, on a des outils, un échographe qu'on voit en haut à gauche, un caméraman, dermatoscope, etc., un stéthoscope électronique, donc toute une panoplie d'outils qui peuvent être utilisés déjà aujourd'hui, qu'on teste, qui sont utilisés déjà en Alsace sur une expérimentation de télémédecine. Voilà, donc ça va être un peu la panoplie du médecin de demain, donc il vient compléter ce qu'il a sur son ordinateur. Et puis le médecin nomade, s'il va se déplacer, on voit aujourd'hui que effectivement les outils type iPhone ou smartphone, on peut leur aujourd'hui rajouter des objets qui peuvent être des stéthoscopes à gauche, des otoscopes, un ECG, etc. Donc des objets qu'on peut emmener facilement ou que même demain le patient peut avoir s'il le souhaite, notamment connecté à des équipements au domicile comme une balance connectée, un lecteur de glycémie, etc. Donc tout ça va se développer. Et donc le médecin lui-même aura ce type d'outil. Il va communiquer à travers des réseaux mobiles, la 3G ou la 4G. Donc voilà rapidement ce qu'on aura dans ce volet télémédecine. Peut-être juste un exemple. Oui, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais finir là-dessus. Juste un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Donc une actu que j'ai trouvé début octobre sur le site de la Mayo Clinique, où on voit qu'un patient, chez lui, il a son smartphone, il peut connecter une montre ou un autre, imaginez que ce soit un lecteur de glycémie, ça marche aussi. Vous avez des petites applis, donc au travers des applications de la Apple Health qui existent, qui permettent de collecter ces informations des données du patient et de les renvoyer directement vers l'hôpital dans un endroit sécurisé où le médecin peut être alerté et intervenir sur tel paramètre où sa glycémie, depuis 3 jours, elle a dépassé une limite qui a été fixée par avance. Et à ce moment-là, s'il est alerté, il va venir voir l'enregistrement, etc. Et de même manière, dans cette clinique, le patient peut se connecter à son dossier patient d'une manière sécurisée et ramener les éléments qu'il souhaite directement sur son smartphone. Donc voilà la direction dans laquelle on va aller. Et peut-être demain, donc là on parle d'une clinique, mais demain on peut très bien imaginer qu'un médecin libéral, dans son cabinet ou une maison de santé, le même type de dispositif, et puisse, dans le cas d'une surveillance au domicile, accéder à des informations qui sont remontées directement par des objets qui sont soit renseignés par le patient ou soit directement des données qui sont captées, des capteurs sur le patient qui vont remonter ces informations-là. Donc voilà rapidement sur ce secteur-là. Je ne vais pas du tout parler de l'aide à la décision parce que on a vraiment plus le temps. Voilà. Et les ateliers doivent commencer à l'heure. Et il me suffit maintenant de vous remercier pour votre attention. Merci à vous aussi. Merci.